Bienvenue, bonjour, heureux d'être là. Donc pour vous parler, alors c'est vrai que j'ai vu, il y a beaucoup de conférences dans ce salon qui sont très techniques, comment faire un formulaire, comment faire ci, ce qui est tout à fait nécessaire. Alors, c'est une conférence qui est un peu décalée, puisque là, vraiment, l'idée c'est l'esprit commando pour être agile et prendre la bonne décision. Voilà. Enfin, les bonnes décisions. C'est un peu comme la bonne stratégie. Moi, je dis toujours une bonne stratégie, c'est une stratégie qui a réussi. Hein. Et tous les grands stratèges vous disent qu'en général, ça se passe jamais comme prévu. Donc, on rationalise a posteriori. Enfin, l'idée, c'est quand même de vous éclairer sur le lien qu'il peut y avoir entre les valeurs d'un esprit commando et le fait de prendre des décisions dans des contextes, dans des environnements hostiles. Alors, tout de suite, pour qu'on soit clair, petite galerie de portraits. Parce que l'esprit commando, c'est des personnes et c'est des collectifs, bien sûr. Ah, bien sûr, j'ai mis Churchill, parce que vous savez peut-être pas, mais Churchill, c'est l'inventeur des commandos modernes. Les commandos modernes, c'est Churchill, c'est les Britanniques, et qui vont donner les commandos français qui vont débarquer, notamment en juin 44 en Normandie. Donc Churchill, c'est lui qui a inventé les commandos modernes. Il était complètement loufoque, complètement décalé. C'est un Anglais, quoi. Voilà. Ça veut dire que les commandos, c'est pas l'esprit commando, c'est pas l'esprit. Ce sont pas des gens ternes, des gens qui sont dans la doxa, etc. Et ça, je pense, ça vous intéresse parce que si vous créez une entreprise, vous devez évidemment non seulement décaler votre regard, mais aussi vous allez devoir percuter l'environnement pour faire changer des choses, innover et donc pas être dans l'économiquement correct. Sinon, ça n'a pas un grand intérêt. Donc j'ai mis Churchill, bien sûr. J'ai mis, je suis fan, Marie Curie, vous avez tous reconnu. Je vous rappelle que Marie Curie invente les curies, ce qu'on appelle, c'était en 1914 des voitures avec des systèmes de radiographie pour tout de suite faire des radios des blessés et plutôt que de les transporter, éventuellement les opérer sur place pour qu'ils ne meurent pas. Bien entendu, ça s'est fait sans l'aval de l'état-major français qui trouvait ça complètement stupide. Elle l'a fait quand même avec l'aide de fonds américains d'ailleurs. Elle est allée sur le terrain, elle a sauvé des milliers de vies et l'armée française dit bon finalement c'est une bonne idée, donc on va garder. Voilà. Esprit commando. Elle avait déjà le prix Nobel physique et chimie, elle avait plus rien à prouver, si ce n'est prendre le risque de se prendre un obus en 14, donc esprit commando. Vous voyez, c'est pas toujours esprit commando. Alors bien sûr, le GIGN évidemment, esprit commando. L'abbé Pierre, vous êtes tous reconnus, hiver 54, logique commando, ils se parachutent à Paris, ils prennent un hôtel, ils mettent des gens qui meurent de froid dans cet hôtel, et il va créer les Emmaüs, dont d'ailleurs un des slogans est ne pas subir, toujours agir. Voilà, donc c'est un esprit commando. L'abbé Pierre, c'est un esprit commando. Il y aura plein d'exemples. Hein. Vous la connaissez? Moi non plus. Je sais pas qui c'est, la seule chose que je sais, c'est qu'elle est morte en sauvant ses enfants. Une femme qui prend ses enfants et qui s'en va pour les sauver, ça peut être un esprit commando. Voilà. Évidemment, Greenpeace, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais quand ils vont à l'assaut, entre guillemets, d'ailleurs, souvent, d'ailleurs, chez Greenpeace, outre les militants, il y a des permanents qui sont des anciens commandos, au sens militaire. Ce sont des actions commando. L214 qui attaque un abattoir, c'est une logique commando. Etc., etc. Vous voyez, donc je mets tout de suite cette galerie de portraits pour vous expliquer qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas en train de parler uniquement des commandos militaires, voilà. Alors, chez les chefs d'entreprise, tous les chefs d'entreprise n'ont pas l'esprit commando. Hein. On peut créer son entreprise, pépère, même si ça demande du travail, bien sûr, c'est stressant. L'esprit commando, c'est pas ça. L'esprit commando, ça va être l'idée du commando. Vous l'avez bien compris, c'est le choc. C'est d'aller choquer, dans le bon sens du terme, son écosystème pour le reformater à son avantage. Par une opération, bien sûr, extrêmement préparée à l'avance. Hein. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais les opérations commando qui durent des fois quelques minutes peuvent être préparées depuis plus d'1 an, des fois. Donc, énormément de préparation. Quand Elon Musk, je vous le rappelle, donc qui vend PayPal et qui achète 2 entreprises pour lesquelles les experts, les analystes, alors si vous créez votre entreprise, écoutez pas les analystes, ils seront à peu près tout le temps. Ou alors écoutez-les pour savoir ce qui va pas se passer. Moi, mon analyste préféré, c'est Alain Minc. C'est un homme qui se trompe avec une régularité, une constance qui est assez phénoménale, assez remarquable, mais par contre, il ne faut pas suivre ce qu'il dit, évidemment. Donc Elon Musk, quand il crée, donc il vend PayPal et il crée 2 petites boîtes, vous savez, Tesla et SpaceX. Les analystes disent aucune chance de réussir. Il s'en fout, il y va.
avec son équipe, et de manière assez brutale. SpaceX, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, il va à un grand congrès, je crois que c'était au Vietnam de mémoire, il va voir tous les grands constructeurs, Arianespace, il y avait les Russes, etc. D'ailleurs, s'il a créé SpaceX, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est parce que les Russes n'ont pas voulu lui vendre des lanceurs d'occasion, enfin, et donc parce que c'est comme ça, je me crée mes propres lanceurs et en plus ils seront réutilisables. Ce que les experts expliquaient, impossible à faire. Voilà. Donc il a cassé le marché, bien sûr, je vous raconte pas aujourd'hui. Et il était 13e lancement, je crois qu'il y a eu 12 échecs, un truc comme ça. 13e lancement réussi. La NASA, à ce moment-là, est au plus bas et décide de mettre, ça c'est les Américains, 1,5 milliard sur la table tout de suite, pour commencer, pour voir. Sinon, il était mort, hein, à quelques semaines près, c'était fini. Hein. Voilà. Donc il est allé voir à un grand congrès au Vietnam les différents constructeurs à l'époque, qui à l'époque SpaceX ne fonctionnait pas, hein, et leur a dit, dans 10 ans vous êtes tous morts. C'est une logique commando, hein, c'est assez violent. Le choc que vous le prenez, quoi. Voilà. Vous la connaissez? Margot Boulet, non, ça vous dit rien? Ancienne du GIGN, seule femme à être entrée au GIGN, accident de parachute, alors ça, là ça se voit pas, médaillée olympique en aviron, mais en paralympique. Voilà. Logique commando, la logique commando, ça peut être pour soi aussi dans sa vie. Xavier Niel, vous connaissez tous Free, quand Free est arrivé, 4e opérateur, les 3 autres se marraient bien. Hein, il y a, à l'époque, pour les plus anciens ici, je vous raconte pas les factures qu'on avait de téléphonie mobile, hein, vous vous souvenez peut-être. On était facilement vers les 100 €, enfin ça dépendait après des personnes, hein, quand il y avait que les 3, SFR, Bouygues et puis Orange. Il est arrivé, aucune chance de réussir, il n'y aura pas de 4e opérateur. Il venait de, on ne sait pas très bien où, vous savez qu'il a une vie, il a fait de la prison, Xavier Niel, je ne sais pas si vous le savez. Il avait été repéré par la DST à l'époque, le contre-espionnage, parce qu'il piratait des décodeurs Canal+. Il a fait du hacking pour la DST. Voilà. La chance de réussir. Lui, c'est pas grave, il y va, il fonce. Il crée même une école où il n'y a pas de diplôme et pas de prof. Voilà. Donc, bon. Donc, l'école 42. Bolloré, je connais un peu par un de mes amis qui travaille avec lui. On aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème, hein. Commando, lorsqu'il a un objectif en vue, il fonce, en général, il désinforme, il intoxique, il prend des parts, il vire tout le monde, et il prend la société. Exemple, Havas, exemple, après, voilà, vous irez regarder. C'est toujours les mêmes logiques. Et encore, Bolloré, c'est un petit saint, si vous prenez les fonds américains, du type Muddy Waters, ou autre, pour ceux qui connaissent, où là, c'est encore plus violent. Voilà. Et puis là, on en reparlera. Une femme chef d'entreprise, ça vous dit quelque chose, non? Alors, vous la connaissez indirectement, si vous faites vos courses dans les grandes surfaces, ou un certain nombre d'usines, il y a des portes souples, ça s'appelle le Maviflex, les grandes portes là qui s'ouvrent entre réserve et magasin, et je vais vous raconter son histoire après, pour vous illustrer justement les différentes qualités de l'esprit commando. N'hésitez pas à se dire, voilà, évidemment, une page de pub quand même, tout ça que je vous raconte là, c'est sorti d'un ouvrage que j'ai coécrit, Agir ou Subir, avec Raphaël Chauvency. Donc lui c'est un vrai commando, il n'a pas pu venir aujourd'hui, je sais bien que vous auriez voulu voir en chair et en os un vrai commando, mais bon, voilà. Donc lui, il a été en poste, alors c'est un vrai commando, mais c'est pas un militaire à l'origine, c'est plutôt quelqu'un qui est passé par la philosophie d'abord et ensuite par l'école de guerre économique, pour ceux qui connaissent, et qui est rentré, ce qu'on appelle les OSC, les officiers sous contrat, qui est rentré dans l'armée, donc pour un certain nombre, je sais pas, une quinzaine d'années à peu près en général. Et donc il est commandant maintenant, et il vient de passer près de 5 ans chez la Royal Marines britannique. C'est le français en poste chez la Royal Marines britannique. Donc les Royal Marines britanniques, c'est les inventeurs en fait des commandos pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Les commandos existaient avant, hein, mais c'est Churchill encore une fois qui les a inventés, mais ils ont été remis vraiment dans leur aspect actuel chez la Royal Marines britannique. Et c'est de ces Royal Marines britanniques qu'on tire les 9 qualités essentielles pour avoir l'esprit commando. Voilà. Et puis moi, évidemment, là, donc moi je suis professeur d'université, j'ai été consultant avant d'être professeur, je suis auto-entrepreneur aussi, et puis moi j'ai fait plutôt le côté civil. Voilà, donc Raphaël, le côté militaire, et moi le côté civil. Là, je vous ai mis une photo, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà, je suis sûr que vous le connaissez. Philippe Croison, vous connaissez ? Il est pas. Donc moi je suis allié de Poitiers, Philippe Croison, il habitait à Châtellerault, donc pas très loin de Poitiers. Si vous n'avez pas le moral un jour dans votre entreprise ou ailleurs, invitez Philippe Croison à faire une conférence. Vous savez, il n'a pas de bras et pas de jambes.
il a perdu ses 2 bras, ses 2 jambes, en allant de manière très intelligente, changer l'antenne. Avant son déménagement, il voulait retirer l'antenne de la maison qu'il vendait. Il a touché la ligne haute tension, 65 000 volts, je crois. Premier coup l'a tué, le deuxième coup l'a ressuscité. Et le troisième l'a brûlé. Les 4 membres, jamais fait de sport. Son fils lui paye, c'est un esprit commando, son fils lui paye un saut en parachute. Il dit, bon, j'y vais, de toute façon, je risque plus rien, si je peux me casser la tête, mais bon. Donc, il paye bien sûr, il n'était pas tout seul pour son parachute, hein. Et à l'arrivée du saut en parachute, il y a un journaliste qui vient le voir, il dit, alors, vous avez fait un exploit, super, vous allez faire quoi maintenant? Et il avait vu, dans Thalassa, il avait vu une émission sur la traversée de la Manche à la nage. Et il a dit, il n'avait jamais nagé, hein. Il ne savait pas nager. Il avait 40 ans, hein. Je crois, à peu près. Et il a dit, je vais traverser la Manche à la nage. Parce qu'il a vu Thalassa. Parce que la journaliste, ça faisait 3 fois qu'elle avait posé la question, ça l'énervait, enfin bon. Et la journaliste lui dit, mais parce que c'est bien d'esprit dont on parle aujourd'hui, hein, c'est parce que entreprendre, c'est d'abord une question d'esprit. Hein. La journaliste lui dit, mais vous avez un financement? Il n'en avait pas. Il dit, oui, il y a le Conseil général de la Vienne, donc le département de la Vienne. Châtellerault, c'est la Vienne, comme Poitiers, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ces coins-là, me soutient. Ce qui était faux. Le lendemain, il appelle le président du département de la Vienne. Il a la secrétaire dit oui, on vous a vu à la télé, je vous le passe. Bon, donc ils lui ont financé un mec qui, donc il y a une école qui lui a fait des prothèses, etc. Bon, je vous passe les détails. Il s'est entraîné pendant 2-3 ans, tous les jours, 3-4 heures avec sa femme qui marchait le long de du bassin parce que c'était en piscine et à l'extérieur. Et il a traversé la Manche. Après, il a relié 5 continents à la nage. Il a fait le Paris-Dakar. Donc, il conduit. Et moi, je l'ai invité à Liège-Poitiers. Je vous conseille, si vous n'avez pas la patate, hein. Vous savez, il y a des jours, on dit, je ne sais pas si je vais aller courir, je suis fatigué aujourd'hui. Lui, il n'a pas de bras, pas de jambes, c'est pas grave, il court. Et donc, il conduit sa voiture, voilà. Pas de bras, pas de jambes, il conduit sa voiture. Voilà. C'est une logique commando. C'est un esprit commando. Voilà. Bon, pour vous situer un peu. Vous connaissez tous notre maître à tous, le président du MEDEF. Pourquoi je vous le cite? C'est pas simplement pour vous faire de la pub pour le bouquin parce qu'il a fait la préface, c'est parce que vous le savez peut-être pas, c'est moins connu, mais Geoffroy Roux de Bézieux, il a été commando. Je sais pas si vous le saviez. Ça c'est lui, hein. Ça c'est les photos de... Si vous le reconnaissez peut-être pas très bien. Bon, là on voit bien. Voilà. Donc il a fait 18 mois chez le commando Jaubert. Le commando Jaubert, c'est à Lorient. C'est Hubert, Jaubert, etc. Et il a une phrase dans la préface que j'aime beaucoup. Il cite Malraux qui disait donc la vie est comme un marché où on achète des valeurs, non avec de l'argent, mais avec des actes. Et il ajoutait, mais la plupart des hommes n'achètent rien. Voilà. Il y en a qui sautent pas de l'avion. Voilà. Si vous sautez pas de l'avion, vous n'arriverez jamais en bas. Le plus dur, c'est de sauter, il paraît. Hein. Je sais pas, certains ont déjà fait du parachute ici. Ouais. Moi, je n'en ai pas fait, mais Raphaël en a fait, bien sûr. Ouais. Il paraît que le plus dur, c'est de sauter. Après, ça va. C'est vrai ou pas? Le problème, c'est voilà. C'est de dire bon, peut-être que je vais rester. Voilà. Donc, mais c'est pareil quand vous entreprenez. Le plus dur, c'est de sauter le pas. C'est pour ça d'ailleurs que si j'ai un conseil à vous donner, j'en reparlerai à la fin, c'est de pas écouter les conseils. C'est fou le nombre de personnes qui vont vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire un truc. C'est fait. Alors surtout en France. Hein. Surtout en France, vous avez à peine dit 3 mots que ça y est, on vous explique pourquoi ça ne marchera pas. Voilà. Donc. Les 9 qualités. Alors, les 9 qualités que je vous présente là, et que je vais illustrer avec un cas d'entreprise, puisqu'on est dans un salon. Il y a de la place là, si vous voulez. Puisqu'on est dans un salon des entrepreneurs. Donc, c'est les qualités qu'il faut pour rentrer chez les commandos britanniques. Donc, évidemment, il y a le courage. Vous pouvez prendre la métaphore, voilà, vous sautez de l'avion. Bon, une fois que vous avez sauté de l'avion, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il faut être avec les autres. Donc, la deuxième qualité, c'est l'unité. Il faut créer l'unité. Alors, si vous êtes seul, l'unité, ça s'appelle le réseau. Mais si vous êtes dans une organisation avec plusieurs personnes, il faut créer l'unité. Et vous le savez bien, si vous avez un peu d'expérience dans ce domaine, c'est le plus difficile. Créer de l'unité, moi je suis un supporter du Stade Rocher, mais aussi du Paris Saint-Germain, on voit ce que c'est, hein, une équipe qui n'a pas d'unité, quoi. Voilà. Bah oui, des individualités, mais pas d'unité. Et toujours pas, malheureusement. Après, il faut de l'humilité, c'est-à-dire vous atterrissez dans la boue. L'humus, hein, homme, hein, vous savez que homme, humain, c'est humus, hein, donc c'est la terre. Donc l'humilité, c'est on atterrit, et là, évidemment, on repose les pieds sur terre. C'est comme une entreprise, c'est sympa de la créer, de se lancer. Le problème, c'est après. Voilà, ça c'est facile. Après, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc c'est l'humilité.
mais on va y revenir. Hein. Après, bien sûr, vous êtes dans un environnement hostile. Alors ça, c'est important. Hein. Moi, ma conférence, elle se situe dans les environnements hostiles, pas dans les environnements uniquement compétitifs. La différence, c'est quoi? C'est que dans un environnement hostile, vous avez des adversaires, pas simplement des compétiteurs. Un compétiteur peut être un adversaire, d'accord, mais pas nécessairement. Un adversaire, c'est quelqu'un qui veut votre peau. Pas nécessairement vous tuer. Hein. Si vous montez sur un ring, je ne sais pas s'il y en a qui font de la boxe ici, il y en a un qui va tomber normalement. Voilà, il y en a qu'un qui monte sur la cage à la fin et qui lève le bras. Hein. Donc c'est un adversaire. Et dans plein de domaines économiques, il y a des adversaires. Ils veulent votre peau. Je vais vous en donner un exemple après. C'est-à-dire que vous arrêtiez votre entreprise, ou vous la rachetez, ou etc., etc. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on se situe, dans le contexte de l'adversité. Il y a un gagnant et un perdant. Hein. Si c'est de la compétition sans adversité, ça existe. Hein. On peut très bien vivre à côté d'un compétiteur sans être dans l'adversité. Voilà. Mais il n'y a qu'une médaille à la fin. Voilà. Il y a l'excellence, bien sûr. Mais ça, c'est là aussi évident. Mais vous savez bien que l'excellence, c'est la fameuse règle des 10 000 heures. Vous savez, il faut 10 000 heures à peu près pour être excellent dans un domaine. Et puis, il y a aussi l'excellence, ça se travaille. Ça se développe chez les collaborateurs. Il y a l'humour. Peut-être vous étonner, mais vous ne rentrez pas dans les commandos, notamment britanniques, vous n'avez pas d'humour. Les Britanniques ont beaucoup d'humour. C'est vrai, hein. Enfin, beaucoup d'humour pour vivre en Angleterre, de toute façon. Ah oui, c'est pas d'humour. Non, mais c'est vrai, non, mais moi j'adore l'humour de Churchill ou l'humour britannique. Qu'est-ce que j'entendais pour en Angleterre, les Français leur demandaient pourquoi ils avaient une reine ou un roi, et ils disaient pour que le Premier ministre ne prenne pas pour un roi ou une reine. Je dis ça parce qu'en France, des fois, on se demande si on n'a pas des monarques, en fait. Voilà. Donc l'humour, ça c'est très important. Je pourrais vous raconter plein de blagues de Churchill, parce que franchement... Celle qu'on cite dans le bouquin, c'est pas Churchill, c'est Ray Charles. Vous connaissez tous Ray Charles? Il disait, c'était quoi là? Il disait, bon, je suis aveugle, mais il y a pire que moi dans la vie, j'aurais pu être noir. Ah, c'est l'humour. L'humour juif, j'adore l'humour juif. Hein. C'est des gens qui sont capables en fait de prendre du recul sur les événements. Et très important pour tenir aussi dans la durée l'humour. Hein. Les gens qui n'ont pas d'humour, c'est des collaborateurs que vous recrutez qui n'ont pas d'humour, à part quelques métiers très précis, mais je ne citerai pas pour me faire d'ennemis. Mais globalement, pas d'humour, c'est impossible. Quoi. L'abnégation, à un moment, faites plus que soi-même. L'abnégation, c'est ça. À un moment, ses intérêts propres s'effacent derrière l'intérêt général. Alors, évidemment, dans le monde des commandos militaires ou la police, c'est Arnaud Beltrame, quoi. C'est-à-dire que vous donnez votre vie. Bon, c'est pas obligé de sortir d'ici et de donner votre vie tout de suite, hein. Mais voilà. Mais ça fait partie des valeurs de l'esprit commando. Il y a la joie. Il n'y a pas de commando triste. On va y revenir. Et je vais vous l'illustrer par un chef d'entreprise, par une chef d'entreprise. Et puis il y a les déterminations. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui réessayent. Vous lisez n'importe quel bio de Steve Jobs. Je vous rappelle, Steve Jobs, il a planté Apple avant de revenir. Il a créé une boîte qui a été une catastrophe, un Next. C'était Next après Apple, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Enfin, c'est pas grave, mais il continue. Voilà. Donc, premier conseil, vous n'écoutez pas les conseils. La deuxième idée, c'est vous foncez et à force de vous regarder, les autres s'habitueront. Donc là, la détermination, c'est hyper important. C'est vous rentrez par la fenêtre, si vous ne rentrez pas par la fenêtre, vous rentrez par le toit. Voilà. C'est la stratégie, je dis toujours, c'est un de mes super-héros préférés, la stratégie de Jean-Claude Duss, des bronzés. Sur un malentendu, tout est possible. Voilà. Voilà. C'est jamais. Mais quand vous lisez les histoires de chefs d'entreprise, c'est ça. Hein. Qui ont réussi, bien sûr. Alors, c'est le moment un peu méthodologique et théorie. Alors, on m'avait bien dit, surtout, il ne faut pas faire de théorie dans les conférences, donc j'en ai fait en faire, bien sûr. Parce que moi, il suffit de me dire de ne pas faire un truc pour que je fasse le contraire. Mais vous allez voir, ça va vous changer votre vie. Ça va vous paraître très simple, mais en fait, si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre l'esprit commando. Parce que derrière les valeurs que je vous ai citées, ok, en fait, il y a, on va dire, il y a ce qu'il y a sous le capot. Et sous le capot, il y a ce qu'on appelle le couple agilité-paralysie. Et ça a été modélisé par les Américains, par des militaires américains, et c'est enseigné aujourd'hui dans les business schools américaines. C'est ce qu'on appelle la boucle ODA. Vous avez déjà entendu parler. La boucle ODA, ça veut dire quoi? Puisqu'on parle de décision, hein, théoriquement, c'est le sujet de la conférence, l'esprit commando pour prendre des bonnes décisions. La boucle ODA, c'est très simple, hein, c'est une boucle qui va de l'observation à la décision et l'action, en passant par l'orientation. Mais je vais vous la détailler après. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et c'est là où on voit bien qu'on est dans l'adversité, dans la logique commando.
il faut retenir, c'est qu'il va falloir avoir la boucle ODA, donc observation, orientation, décision, action, la plus courte possible, et faire en sorte que l'adversaire, que ce soit dans le domaine économique, militaire, politique, on pourra prendre de plein d'exemples, ait une boucle ODA la plus longue possible. Vous allez allonger sa boucle, vous allez raccourcir la vôtre. Alors, vous allez me dire, il peut déjà rallonger sa boucle tout seul, parce qu'il est désorganisé. On est d'accord, on pourrait parler de l'Ukraine et de la Russie, si vous voulez. On pourra en parler peut-être tout à l'heure, parce qu'on peut illustrer. Hein. Mais l'idée, c'est de créer l'harmonie dans son propre camp, en minimisant les frictions. Donc ça s'appelle du management, hein, simplement, des ressources humaines. Voilà. Évidemment, plus vous êtes soudés, plus votre équipe est unie, plus théoriquement votre boucle ODA est courte. Et évidemment, vous allez maximiser la friction chez votre adversaire. Alors, concrètement, maximiser la friction dans le domaine économique, c'est le désinformer, c'est recruter son meilleur commercial, c'est lui faire croire que vous allez attaquer tel marché, c'est voilà, allez, je vous donne un petit exemple, puisque vous adorez le foot. Exemple vrai que vous verrez nulle part, mais que je tiens d'un ancien président du Paris Saint-Germain. Avant l'ère Qatari, le PSG est en passe de rattraper l'OL, qui va être champion de France 7 fois de suite. C'est la grande époque de l'OL. Jean-Michel Aulas, qui est le patron, c'est une PME, hein, un club de foot. Hein. Jean-Michel Aulas, qui est le patron donc, de l'Olympique Lyonnais, dit il ne faut pas que le PSG nous rattrape. Parce que je ne sais pas si vous savez qu'entre premier et deuxième, ça fait une sacrée différence à la fin dans le budget. Hein. Donc le PSG est en passe de les rattraper. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ciblent, c'est opération commando, hein, ils ciblent le meilleur joueur du PSG, le buteur à l'époque, qui s'appelle Miguel Paoletta, parce qu'ils connaissent un peu le PSG, et ils l'invitent à Lyon, secrètement, dans un avion, pour un repas, pour discuter de son éventuel transfert à l'OL, etc. Tout ça doit rester secret. Bon, Paoletta revient à Paris, le lendemain dans la presse, Paoletta à l'OL, point d'interrogation, etc., etc. Donc, crée du désordre chez l'adversaire. Que fait le staff du PSG? C'est avant l'ère Qatari. Hein. Il n'a pas beaucoup d'argent, c'est Colonie Capital à l'époque. Il demande à Paoletta de venir, il s'explique, il monte son salaire et il discute de son après-carrière, parce qu'il était en fin de carrière, vous savez, c'est très important après, comment vous allez caser le cousin, le frère, etc., etc. C'est ça. Hein. Un joueur de foot, c'est une PME aussi, en fait. Hein. Enfin, c'est une TPE plutôt. Un club de foot, c'est une PME, et un joueur de foot, c'est une TPE. Hein. Il y a les parents, les frères, enfin, on le voit en ce moment. Hein. Voilà. Donc, non, mais c'est ça. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils augmentent Paoletta, sauf qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent à l'époque. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ils ne peuvent pas augmenter les autres. Que fait un joueur de foot qui apprend que qu'un autre a été augmenté et pas lui? Il va demander une augmentation par son agent. Il l'a pas, il n'est pas content. Que fait un joueur de foot qui n'est pas content? Il est fatigué. Il arrive en retard à l'entraînement, il court moins vite, il rate. Bon. Donc, le PSG rattrape jamais l'OL. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est quelques années après, donc Jean-Michel Aulas fait un barbecue, Sandrine Rousseau m'excusera, mais c'était un barbecue avec l'ancien patron du PSG, donc, qui s'appelait Alain Kézak, qui discute. Donc, Kézak a quitté la direction du PSG, c'est des amis, donc il discute, il dit, mais Paoletta, tu voulais le recruter ou pas? Et Aulas se dit, jamais. Jamais voulu le recruter. Ça lui a coûté quoi, cette opération? Un aller-retour à Lyon, par jet privé, un bon repas. Il n'a même pas eu besoin de payer le journaliste. Hein, voilà, donc... vous voyez un petit peu... Voilà, donc c'est en guise d'introduction pour vous expliquer un peu la logique. Alors, toujours dans la boucle ODA, puis après, on va en arriver à un exemple de PME. Alors ça, c'est essentiel. Ça va changer votre vie. Enfin, moi, ça a changé la mienne, en tout cas. Ça a été modélisé par des militaires américains, par des pilotes de chasse. D'accord? Et c'est enseigné aujourd'hui dans la business school américaine. Très peu enseigné en France. Je sais pas pourquoi. Il y a des choses qui traversent jamais l'Atlantique. On ne prend pas toujours le meilleur d'ailleurs, des Américains, d'ailleurs, j'ai remarqué. Non, mais il y a des choses très bien qu'on ne prend pas et d'autres choses qu'on pourrait leur laisser. Et donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est quoi? Parce que là, il est question de décision et d'action. Pour agir, il faut décider. Parce que là, vous serez d'accord. Pour décider, il faut être informé. Les Américains nous disent non. Ça, c'est une vue de l'esprit, d'ailleurs très française, très cartésienne. La bonne information permet de prendre la bonne décision pour prendre la bonne action. C'est faux. Ça n'existe pas. Vous prenez l'histoire de la stratégie militaire, etc. Ça n'existe pas. Par contre, bien sûr, il faut des informations. On est d'accord. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous créez dans votre tête à vous, dans la tête de votre entreprise,
vous créez en fait ce qu'on appelle une image mentale, c'est ce que disent les Américains. Et c'est cette image mentale qui fait que vous êtes en phase ou pas avec la réalité et que vous allez ou non prendre la bonne décision. La décision, ce qu'on appelle pertinente. Être pertinent, c'est ça. Être pertinent, c'est être en phase avec la réalité. Sinon, vous êtes à côté de la plaque. Voilà. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il vous faut un système de renseignement, bien sûr. Plus vous avez des renseignements et des informations bonnes, évidemment, mieux c'est, mais ça suffit pas. Il faut en fait bien connaître votre histoire, faire ce travail en fait d'introspection. Mais quand vous créez une entreprise, une activité, vous devez faire un travail d'introspection. C'est qui je suis, d'où je viens, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la génétique ou l'ADN de l'organisation. C'est multiplier les expériences, à la fois personnelles mais aussi collectives. Donc on ne recrute pas des mecs qui ont tous fait la même école, qui ont tous le même parcours, etc. Parce que ça c'est évidemment extrêmement dangereux, parce que en fait c'est une mono-expérience partagée, donc très très risquée, et on va varier les cultures. Culture métier, culture nationale, les cultures s'en chargent. Donc ça veut dire que, et c'est à cette condition-là que l'image, en fait les images que vous déstructurez et que vous créez en permanence vont être en phase avec un environnement qui aussi peut changer. Donc c'est un processus itératif permanent. Donc jamais se reposer sur ses lauriers, toujours remettre en question ses images mentales, ce qui est très difficile, parce qu'on est tous, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et alors, encore plus difficile quand on a créé quelque chose et qui a réussi. C'est là où on est le plus dangereux, en général. Puisqu'on a réussi, donc on n'a rien à apprendre des autres, et en général, c'est là qu'on se prend une claque, c'est vrai dans le domaine privé comme dans le domaine professionnel. Donc, toujours se remettre en question, alors ça peut être avec l'aide d'un coach, de spécialiste de la stratégie, etc. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et si vous déstructurez, vous créez toujours la même image mentale, ça s'appelle la routine. Et la routine, c'est quelque chose de naturel. Mais moi, si je veux en plus vous attaquer, je vais vous faire rentrer dans une routine. Je vais vous habituer en fait à quelque chose, et au moment où vous vous y attendrez pas, que je foncerai sur vous. Donc, nous sommes notre premier ennemi, et il y en a d'autres qui vont, bien sûr, en profiter. C'est pour ça qu'il faut développer un esprit commando, et que derrière l'esprit commando, il y a évidemment cette boucle ODA. Alors, pour illustrer ça, parce que ça peut vous paraître théorique, je prends un exemple d'entreprise, donc un cas, donc une entreprise de 70 personnes, s'appelle Maviflex, donc qui fabrique des portes souples, comme vous voyez. Entreprise qui historiquement date, je crois, des années 20, donc qui est basée dans la région de Lyon, vieille famille lyonnaise, très implantée, etc., etc. Tout se passe bien. Ils reprennent l'entreprise avec des Italiens, ils la développent. Croissance très importante, pas de problème, et puis un concurrent français qui va les attaquer, en fait, va faire 3 attaques fulgurantes judiciaires pour contrefaçon et parasitisme. Donc 3 attaques, 3 jugements, première instance, victoire de Maviflex. 3 victoires. Deuxième instance, première victoire, deuxième victoire, une défaite. Une défaite, un juge qui décide qu'il y a eu contrefaçon sur des barres de métal, une barre de métal, etc. La demande qui est acceptée par le juge d'indemnisation du concurrent, 1,3 million d'euros. C'est la clé sous la porte. Voilà. Donc la question que va se poser cette femme, donc chef d'entreprise, c'est maintenant je fais quoi? Agir ou subir? Et ce qui est intéressant, c'est en fait tout le système qu'elle met en place, toute la démarche qu'elle va mettre en place pour se relever. Donc évidemment, c'est une histoire qui finit bien. Je la fais à la Disney, là. Donc c'est une histoire, parce que les histoires qui ne se finissent pas, je peux vous raconter aussi, mais je voulais pas vous casser le moral tout de suite. Voilà. Donc elle va redresser la boîte. Ça va durer 10 ans. 10 ans, c'est 10 ans de procédure d'agression du concurrent qui va réattaquer par derrière. Enfin, je vous passe tous les détails. Alors, si je reprends justement, ce que je vais faire, c'est que pour vous illustrer, je reprends les qualités commando. On ne va pas tout détailler, ce serait... C'est beau, d'ailleurs, vous avez remarqué. C'est le livre, il est beau. Voilà. Donc, je reprends toutes les qualités commando. Alors, je dis toujours à mes étudiants, il faut toujours dire du bien de soi. Ça se répète, on ne sait plus d'où ça vient. Parce que si vous attendez qu'on dise du bien de vous, ça arrivera. Mais en général, vous serez peut-être là-haut pour le voir, ou je ne sais pas, mais souvent, quand on est mort, c'est incroyable ce qu'on a fait de bien, mais... Voilà. Donc de son vivant, il faut dire du bien de soi, ça se répète, on ne sait plus d'où ça vient. Voilà. Donc,
première chose, le courage. Parce que c'est ça, en fait. Ce qui va se passer, c'est que la violence, 1,3 million d'euros à payer, etc., la violence du choc est forte. Le concurrent veut les racheter, évidemment, pour avoir 70%, je ne sais plus combien, mais c'est à peu près ça, 70% du marché. Ça peut être tentant de dire, allez, je prends le fric et je vais faire autre chose. Voilà. Oui, ça peut être tentant de dire, plutôt que de prendre des coups pendant 10 ans, voilà. Donc je cède. Bon, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce que c'est pas dans son ADN, en fait. Donc, première idée, le courage. Le courage, c'est ça. C'est dans un environnement hostile. C'est la première des vertus selon Aristote, comme vous le savez. En environnement hostile, le passage de l'observation à la décision appelle une bonne dose de courage. Voilà. Le courage, attention, c'est c'est pas la témérité. Le courage, c'est une prise de risque mesurée, calculée, pas n'importe quoi. On va pas dans le mur. Voilà. C'est pas nécessairement courageux d'aller sauver. Ça arrive tous les ans. Vous allez voir, là, c'est une personne qui se noie dans une rivière. Hop, le mec qui plonge, il se noie avec. Est-ce que c'est du courage? Genre, je suis pas sûr. Sauf si vous êtes super fort, vous êtes un sauveteur, que vous êtes entraîné, que etc. etc. Voilà. Donc c'est toujours mesuré. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du courage? La première chose, c'est de dompter ses peurs. Vous regardez tous Fort Boyard, je pense. Vous voyez, il faut dompter ses peurs. Faut aller. Voilà. Donc ça s'organise. Je ne vous dis pas qu'il faut faire du sol élastique demain, mais voilà. Mais en tout cas, il faut faire des choses. Voilà. Évaluer les risques, toujours prendre l'initiative. Dans la boucle Odeac qu'on a vue tout à l'heure, la prise d'initiative. C'est parce que je prends l'initiative que l'autre, il me court après. Quand vous prenez Musk, Jobs, Niel, Bolloré, etc., les mecs, ils sont toujours en train de courir derrière. C'est fatigant de courir derrière. Donc la prise d'initiative, ça, c'est très important. Profitez de la couardise des autres. Je ne sais pas de votre expérience, moi, ma petite expérience d'un demi-siècle fait que je suis toujours impressionné par la couardise des gens. Des autres, bien sûr, pas la mienne, bien sûr. Non. Voilà. Mais si vous parlez sur la couardise, c'est comme parler sur la bêtise des gens sur la route, quoi. En général, vous gagnez. C'est impressionnant, quoi. Voilà. Et qui ose gagne, qui est la fameuse, vous le savez sans doute, le fameux Who dares win en anglais. Celui qui ose gagne, c'est une des grandes devises des commandos britanniques. Voilà. Alors, vous pouvez vous poser des questions. Les diapos, je vous les donnerai. Alors, je ne sais pas comment, d'ailleurs, ça fonctionne. C'est prévu, là, non que vous receviez les diapos ou pas? Non? Bon. Parce que moi, je veux bien vous les donner, c'est pas un souci. Mais je ne sais pas par quel. Bon, je vais réfléchir et je vous dirai à la fin. Voilà. Mais il y a des questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que je me suis récemment imposé une expérience physique extrême, comme le saut en parachute, la plongée, ou un repas chez les amis anglais, par exemple? Je conseille le dernier, c'est dangereux. Enfin bon, faites ce que vous voulez. Est-ce que j'ai mis en œuvre un projet innovant auquel j'étais le seul à croire? Parce que l'innovation, c'est ça. L'innovation, c'est proposer un truc que personne ne veut, qui ne peut pas fonctionner. Toutes les histoires d'innovation, c'est ça. C'est perturber son environnement. Est-ce que je prends suffisamment de risques dans ma vie? Toujours tendance à préférer le confort, non? Ouais. Je me mets dedans, bien sûr. Qu'en pensent ceux qui comptent sur moi? Ça, c'est pas mal de demander. Alors, il ne faut pas demander des conseils aux autres, par contre, il faut demander des avis. Surtout quand les avis sont négatifs, vous inquiétez pas, vous allez en avoir. Donc, vous dire, ouais, t'es trop ci, t'es trop comme ça, etc. Mais c'est intéressant et souvent, c'est assez juste. Pas toujours très agréable, bien sûr. Voilà. Est-ce que je sais contredire un supérieur? Oui. Et refuser ce qu'il veut à un subordonné vite, etc. Voilà, c'est les questions qu'il faut vous poser. Donc, le courage. Donc, pour reprendre notre chef d'entreprise, le courage, c'était de dire, je vais me battre jusqu'au bout et je vais gagner. Alors, je vous donne tout de suite la fin, elle va gagner en cassation. Cassation, 10 ans après. Voilà. Vous pourrez taper Maviflex, cours de cassation. Vous aurez la... Bon, j'ai essayé de lire je comprends rien. Enfin, c'est du droit. Je comprends encore moins que mon notaire. Enfin, je comprends rien. Mais il faut être juriste, c'est normal, c'est un vrai métier. Voilà. Alors ensuite, ok, vous dites, je vais me battre contre mon concurrent qui m'attaque. Maintenant, il faut faire l'unité. Pourquoi? Parce que le concurrent, non seulement il attaquait en justice, mais il désinformait, il essayait de recruter des personnes, de leur dire restez pas dans cette boîte, elle va couler. Bien sûr, il envoyait des informations, il contactait les fournisseurs de la boîte pour dire vous n'allez quand même pas fournir des trucs, si ça se trouve, elle ne vous paiera pas, puisqu'elle vient d'être condamnée en justice, même si c'est pour voir en cassation, etc., etc. Donc là, il faut recréer de l'unité. Créer de l'unité par la communication, par le dialogue, par l'écoute. Est-ce que c'est le fait que ce soit une femme
j'aurais tendance à le croire, je dis pas ça par démagogie. Hein. Non, mais vraiment, fait qu'elle a réuni tous ces 70 salariés, ils ont discuté, donc il faut libérer la parole, etc., etc. Beaucoup d'organisations, avant qu'on libère la parole, il va se passer du temps, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc ça, c'est important, parce que ça permet en fait de ressouder l'équipe. Donc c'est ce qu'elle va faire. Énormément de communication interne, et il va quasiment y avoir 0 départ d'une entreprise qui est très mal financièrement. Et ça, c'est la condition sine qua non. Hein. Si vous n'avez pas, c'est qu'elle demandait à Poutine, hein, si vous n'avez pas de soldats pour faire la guerre, c'est pas facile. Hein. Vous savez que près d'un tiers des tanks détruits par les Ukrainiens n'ont pas de mort à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le savez. Ça. Ils sont barrés avant de se prendre le missile, ce que je comprends. Hein, mais donc ils sont partis. Voilà. C'est pour vous montrer l'état du moral. C'est pour ça qu'ils vont chercher des prisonniers, que Wagner va recruter 20 000 prisonniers. Parce que les mecs, on leur dit, soit vous restez là, soit vous allez mourir. Bon. Mais votre famille recevra de l'argent. Voilà. Alors que de l'autre côté, vous avez de l'unité. Pays attaqué, pays uni, qui veut en découdre, etc. Donc ça, c'est très important. L'unité, donc l'unité devient une identité. Les grandes équipes de foot, pour reprendre le foot ou de rugby, il y a une unité, il y a un fighting spirit. Voilà. S'il n'y a pas ça, vous ne passez pas les quarts de finale. Semer la discorde chez l'ennemi, bien sûr, par exemple en recrutant des personnes ou en lançant des rumeurs, ce que savent très bien faire certains fonds d'investissement. Alors, je vous parle des Américains, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce que fait Muddy Waters aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Ils prennent le contrôle d'une boîte de manière minoritaire et après ils font des spots télé sur les chaînes business, etc., pour dénigrer la boîte dans laquelle ils viennent de rentrer. Et c'est des spots, c'est d'une agressivité, on a du mal à imaginer ça en France parce que c'est pas trop les pratiques. C'est un peu comme les spots, vous avez déjà vu les spots politiques américains, c'est extrêmement agressif vis-à-vis des autres. Voilà. Donc, créer la discorde chez l'ennemi, bien sûr développer le leadership et être digne de confiance, évidemment. Alors, donc ça, c'est ce que va faire notre chef d'entreprise. Donc les questions que vous pouvez vous poser, c'est quelles sont les valeurs auxquelles je tiens le plus. Quand vous créez une entreprise, bien sûr, il faut qu'elle soit en phase avec vos valeurs. Est-ce que je m'engage pleinement pour elle? Tiens, j'ai dit du mal du PSG, mais je vais dire du bien. Mbappé, là, vous avez vu qu'il refuse le sponsoring de certaines marques parce qu'il estime que ce n'est pas en phase avec ses valeurs. C'est bien. C'est bien. C'est une autre génération qui arrive. Hein. Voilà. C'est une autre. Le monde est en train de changer très, très vite. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes à certaines entreprises en termes de recrutement, évidemment, comme vous le savez. Est-ce que parfois je suis un vecteur de division dans le groupe? Parce qu'on se pense toujours, bien sûr, indiscutable ou parfait. Est-ce que j'ai l'esprit d'équipe? Est-ce que je suis capable de donner un exemple où j'ai fait gagner l'équipe plutôt que moi? Voilà. Est-ce qu'on me considère digne de confiance? Voilà. Ensuite, c'est l'humilité. Alors, je vous parle de cette chef d'entreprise. Pourquoi je vous parle d'elle? Parce qu'en fait, elle a fait une conférence, une fois, il y a longtemps, à laquelle j'avais assisté. C'est un coup de chance, c'était à Lyon, dans un petit comité comme ça, on n'était pas très nombreux. Et elle a dit toutes les erreurs qu'elle avait faites. Par exemple, elle avait dit « Je ne croyais pas qu'on pouvait m'attaquer. J'ai été sûr de moi, et quand mon concurrent m'a attaqué, je suis tombé des nues. » Voilà. Elle a dit aussi, ça faisait quoi? Ça faisait 70 ans que l'entreprise existait sur Lyon. Elle est allée rencontrer le MEDEF. Elle ne connaissait pas le MEDEF. Il n'était pas adhérent au MEDEF. Et ça, elle a dit, c'est une erreur. Comment peut-on être inséré dans un tissu sans être, ça dépend de l'entreprise bien sûr, mais adhérent du MEDEF ou membre d'un réseau d'entrepreneurs, etc. Donc elle a eu cette humilité de dire, mais en fait, j'ai rien vu venir, mais c'est de ma faute. J'étais à côté, voilà. Et ça, elle l'a dit en conférence devant un certain nombre de personnes. Donc ça, c'est très fort, je trouve. Ça, c'est une grande force qu'on n'a pas assez, parce qu'on a une culture, on n'a pas la culture de l'échec, contrairement aux anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on aime bien, on n'aime pas parler trop des échecs et on n'aime pas analyser les échecs. Vous avez qu'à prendre management ou ce type de magazine, c'est toujours comment telle boîte a réussi à, etc. C'est pas intéressant, ça. Ce qui est intéressant, c'est comment telle boîte s'est plantée. Ça, c'est intéressant. Parce que les facteurs de succès, si vous me dites pourquoi ma boîte a réussi, si je suis directeur du marketing, je vais vous dire que c'est grâce au marketing. Hein. Si je suis directeur financier, c'est grâce, etc., etc. Les échecs, on se bat un peu moins en général. Or, c'est beaucoup plus, je dis toujours, c'est beaucoup plus intéressant d'analyser ces échecs. D'autant qu'on a beaucoup plus d'échecs que de réussites, en plus. Donc, c'est vrai. Hein. Et ça, c'est une grande force. Ça, c'est une grande force. Donc, l'humilité, c'est ça.
Et c'est aussi apprendre à observer un rival sans préjugés, se mettre à sa place. C'est ça l'humilité. Donc c'est s'agenouiller, enfin c'est mettre un genou à terre. Voilà. Donc observer sans préjugés, ce qui n'est pas facile, on a tous des préjugés, se remettre en question, accueillir donc et cultiver l'échec, et bien sûr observer le monde avec les yeux de l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais je vous invite à regarder, là je ne l'ai pas mis là, mais regardez la carte du monde vue par la Chine aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vous pourrez taper sur... Vous verrez où se situe la France. On n'est pas dans le cœur des nouvelles routes de la soie, etc., etc. Mais c'est intéressant. Je ne dis pas qu'il faut en faire l'alpha et l'oméga, mais voir le monde avec les yeux de l'autre. Voilà. On ne peut pas comprendre Poutine si on ne le voit pas, si on ne se met pas à la place d'un président russe qui a un territoire, etc. Et ça, c'est un grand défaut en général. C'est d'ailleurs ce qui a amené les Français, comme vous le savez, à dire que même s'ils massaient 150 000 hommes à la frontière, ils n'allaient pas attaquer. Bon, pas tout à fait été la même analyse chez les Américains, mais bon, voilà. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, voilà, bon, des questions en quoi je fais récemment preuve d'humilité. Est-ce que j'ai déjà fait preuve d'arrogance? Quand est-ce que je me suis remis en question? Est-ce que je suis empathique avec les plus faibles? On reconnaît toujours la valeur d'un homme, c'est son empathie envers les plus faibles. Il faut être fort avec les forts et faible avec les faibles. Et non, malheureusement, il y a trop souvent les gens sont forts avec les faibles avec les forts. Malheureusement. Et ça, c'est pas l'esprit commando du tout. Voilà. Ensuite, bien sûr, l'adaptabilité. Alors, la technique, c'est bien, et c'est tout à fait indispensable, la technique. Et ce qui fait la différence dans la vie, aussi bien professionnelle que dans tous les domaines, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, c'est l'art de résoudre un problème qui ne s'est jamais posé. Sinon, ça s'appelle de la technique. Il faut de la technique, bien entendu. Donc, l'intelligence, c'est l'imprévu. Donc, c'est l'adaptation. C'est ce que disait Darwin. D'ailleurs, il ne disait pas, contrairement à ce qu'on entend, parce que des fois, sur le darwinisme, on entend n'importe quoi. Il ne disait pas c'est le plus fort qui va survivre. Il disait c'est celui qui s'adapte. Pareil. Celui qui s'adapte. Ça peut être le plus malin. Ça peut être... voilà. Donc, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'en ce moment, on soit très malin par rapport au réchauffement climatique. Mais bon, ça, on pourra en parler plus tard autour d'une bière. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'adaptabilité. Et l'adaptabilité, ça se travaille. Il faut se préparer à l'imprévu. Se préparer à l'imprévu, c'est pas prévoir ce qui va arriver. C'est se dire, ça peut arriver, ça peut arriver. Donc, je prends mes précautions, je prends une assurance, je fais ceci, je fais cela. Toujours garder son sang-froid, comprendre empêcher l'ennemi de s'adapter, bien sûr, on retrouve la boucle ODA, et mettre en place les conditions nécessaires pour s'adapter. L'adaptation, c'est une question d'organisation, c'est qu'une question d'organisation. Vous ne pouvez pas prévoir que vous allez vous faire cambrioler, mais vous pouvez l'anticiper. C'est-à-dire mettre en place une alarme, etc. Vous ne pouvez pas prévoir que vous allez vous faire renverser par une voiture, mais vous pouvez mettre un casque, vous pouvez prendre la route à telle heure, vous pouvez ne pas acheter une trottinette électrique, vous pouvez, etc. C'est ça, en fait, se préparer. C'est pas savoir ce qui va se passer. Et ça, évidemment... Alors, pourquoi c'est peu fait dans la réalité? Et ça, quand vous discutez avec les... Parce qu'en fait, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est pas gratifiant, parce que vous mettez en place des trucs, vous avez plein de gens qui disent « Maintenant, ça sert à rien, ce que tu fais. Maintenant, il n'y aura pas le feu dans l'autre. » Vous savez, les maires de droite comme de gauche en Gironde, qui, il y a quelques années, il y a eu un plan en 2016, un rapport, et on leur a dit qu'il faudrait faire des tranchées anti-incendie. Oui, mais ça va détériorer notre patrimoine. Donc on n'en veut pas. Ils n'en ont plus. Voilà, problème réglé. Ah oui, 2016 le rapport. 2016. Livre blanc de la défense de 2008, je crois, de mémoire. Page 164, vous pouvez le regarder sur Internet. Page 164, pandémie d'un virus à forte létalité. Voilà ce qui va arriver dans les années qui viennent. Il n'y a pas marqué coronavirus, c'est tout. Mais voilà ce qui va se passer. Ça va durer tant de temps. Il y aura 10 phases. Il y aura ci, il y aura ça. Voilà ce qu'il faut faire. Livre blanc de la défense de 2008, page 164. Ce n'est pas un problème de prévoir, c'est un problème d'anticiper. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, c'est l'adaptabilité. Être toujours dans l'adaptabilité. Il y a des gens qui le sont, bien sûr, très très fortement. Donc, est-ce que je relativise assez mes expériences? Est-ce que j'ai l'habitude de heurter frontalement mon adversaire, ou plutôt de le conforter? Est-ce que je réalise mes projets? Est-ce que je suis capable de saisir une opportunité? Quelle est mon attitude face à l'imprévu? Si on n'aime pas l'imprévu, c'est sûr qu'il ne faut pas être entrepreneur, ça c'est clair. Entrepreneur au sens large, entrepreneur de sa vie.
C'est beau, ça. Hein. Il y a de combien de temps? Oula. Ensuite, il y a l'excellence. Bon, je vais passer vite là-dessus. J'en ai déjà un petit peu parlé. Oui, donc, pour l'adaptabilité, j'en ai pas parlé. Bah, pour Maviflex, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va adapter pendant les 10 années là, de procès, son rythme, etc. Et par contre, elle va surtout miser sur l'excellence, c'est-à-dire qu'elle va continuer à déposer des brevets, à avoir les portes les plus innovantes, donc les portes souples les plus innovantes, etc. Comme si de rien n'était, comme si sa survie n'était pas en jeu. Voilà. Et elle va quand même aussi utiliser une opportunité, c'est qu'elle va utiliser au début des années 2000 la loi de sauvegarde qui est arrivée en France venant des États-Unis, qui permettait à une entreprise de se mettre sous la protection en fait, de la clause de sauvegarde, ça s'appelle, vous devez connaître. C'est Perben, le garde des Sceaux de Chirac, qui l'avait mis en place, qui est un Lyonnais d'ailleurs. Voilà. Et donc, elle va s'adapter comme ça. Grâce à la loi de sauvegarde, elle va gagner du temps, en fait, pour pouvoir continuer à développer son activité, même si elle a l'épée de Damoclès, puisque, normalement, vu l'amende qu'elle a prise, elle doit quasiment mettre la clé sous la porte. Voilà. Donc l'excellence, bien sûr. Bon, ça, je vais passer vite. Je dis toujours à mes enfants, je pose à des enfants, mais je dis, il y a 3 choses pour réussir dans la vie, le travail et le travail. Voilà. Donc on donne plein d'exemples de footballeurs. Wilkinson, qui a fait beaucoup de mal à l'équipe de France, Johnny Wilkinson, voilà, qui, après les entraînements de rugby, vous voyez ce que c'est un entraînement de rugby, les mecs, déjà, quand vous sortez de l'entraînement, vous êtes licencié. Lui, il est resté 1h30 de plus pour taper des pénalités. Donc il est passé. Contrairement à certains. Voilà. Donc le travail, être bienveillant mais sans complaisance. Alors en France, soit on est malveillant, soit on est complaisant. Je caricature à peine, honnêtement. Je vais vous donner un exemple système éducatif français. Je vais parler de ce que je connais. Classe prépa, malveillance. Tu vas en baver, on va t'écraser. T'avais 19 en terminale, t'as 4 sur 20, mais t'es un génie, enfin bon, etc. Ou alors, c'est non mais c'est bien, allez-y, continuez, c'est formidable, etc. Les JO, les derniers JO, vous savez qu'on a eu 33 médailles. Vous savez ça? Super, je veux dire, ceux qui ont eu les médailles, ils sont extraordinaires, c'est vrai. Hein. Et en sport collectif, on a été très bons. Les Britanniques, c'est la même population que nous, hein, 66 médailles. Je peux vous dire que les prochains JO, si on continue comme ça, si on continue sur la lancée des championnats du monde de l'athlétisme, on ne va pas avoir 33 médailles. Hein. Vous discutez avec les écoles de sous-officiers et d'officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air, etc. Ils ont baissé aujourd'hui les barèmes d'entrer dans ces écoles au niveau du sport. Mais qui n'y arrivent plus, en fait. C'est pas moi qui le dis, hein, vous pouvez vérifier. Ça s'appelle de la complaisance. C'est de la complaisance. Voilà. Donc, il faut être bienveillant, mais pas complaisant. Mais là, on peut être bienveillant. Voilà, vous avez des coachs de sport, ils vous disent t'es pas bon, tu ne joueras pas dimanche, mais si tu t'entraînes bien, tu joueras le dimanche d'après. C'est de la bienveillance, mais c'est pas de la complaisance. Voilà. Mbappé, il fallait le sortir. Voilà. C'est de la complaisance. Bon, quand il y a de l'argent, c'est sûr, c'est plus dur. Cibler les efforts, ça c'est très important. Je n'ai pas le temps de le développer, mais dans le bouquin, on en parle. En fait, les commandos, comme ils sont dans des situations extrêmement difficiles, en fait, chaque minute est quasiment un objectif. C'est vraiment, il faut cibler le truc. Sinon, en fait, vous craquez pareil quand vous traversez la Manche à la nage. C'est ce que raconte Philippe Croison. Voilà, votre objectif, il n'est pas loin. C'est presque chaque geste est un objectif en soi. Donc c'est ça, des fois, l'excellence. Hein. Parce que ça se joue à rien. Hein. Au final, ça se joue à rien. Fuir la culture de la médiocrité, hein, qui malheureusement est quelque chose d'assez partagé. Et puis, n'oubliez jamais que le combat est collectif, on ne réussit jamais tout seul. Hein. Voilà. Donc, des questions toujours. Est-ce que je travaille suffisamment? Alors, moi, j'ai lu comme vous, peut-être, c'est super, il y a un bouquin qui est sorti, qui s'appelle La semaine de 4 heures. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Bon, moi, ce qui ressort du bouquin, je dis qu'en fait, le mec, je ne pense pas qu'il travaille 4 heures hein, par semaine. En fait, il travaille tout le temps. Mais non, c'est juste qu'il fait ce qu'il aime, en fait. C'est ça. Quand on fait ce qu'on aime, on ne travaille pas, vous le savez. Bon, est-ce que j'ai la bonne organisation? Est-ce que je suis assez exigeant vis-à-vis de moi-même? Parce qu'on a toujours tendance à être exigeant vis-à-vis des autres. C'est bien d'être vis-à-vis de soi-même, bon, etc. etc. L'humour, bon, ça, je vais passer, parce que je vois qu'il est déjà à 0,4. Mais bon, si ça vous intéresse, vous pourrez... Mais l'humour, c'est évidemment un moyen de relativiser, de prendre de la hauteur et de créer de l'unité aussi dans une équipe, hein, bien sûr. L'abnégation, hein, c'est-à-dire, cette chef d'entreprise, elle a voulu sauver la boîte, mais elle avait tout intérêt à la vendre. Elle aurait eu beaucoup d'argent, etc. Donc c'est de l'abnégation pendant 10 ans. Son père aussi, qui est mort à la fin d'ailleurs
juste au moment où le verdict est arrivé. Je crois qu'il est quasiment mort à ce moment-là. C'est ce qu'elle raconte. Hein.